Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux activités sociales, notre rendez-vous mensuel de l'information des évolutions légales et réglementaires et éventuellement d'informations jurisprudentielles lorsqu'il en existe. Très heureux de vous retrouver. Merci encore pour votre assiduité. Comme à l'accoutumée, pour permettre à tous ceux et toutes celles qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques, je vous propose encore de patienter quelques petites minutes et nous pourrons bien évidemment donner libre cours à cette édition et au sujet que vous attendez avec impatience qui la compose. 9h31, je vous propose de patienter jusqu'à 9h32, comme nous le faisons à chaque édition, et nous pourrons alors débuter nos échanges sur les thématiques retenues pour le mois d'avril, pour l'édition du mois d'avril. 'Voilà, nous sommes à l'heure attendue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent pour cette édition des actualités sociales du mois d'avril 2024 que vous attendez avec impatience, j'imagine. Alors, que vous attendez avec impatience pour une raison assez évidente, hein, parce que ce qui la compose, entre autres, c'est, et on y vient immédiatement, c'est bien évidemment le sujet de la gestion des arrêts de travail et de l'acquisition des congés payés pendant ces arrêts de travail, notamment en ce qui concerne les arrêts maladie non professionnels. Alors, pour recontextualiser très rapidement, vous vous souvenez que dans une décision du 13 septembre dernier, la Cour de cassation, se mettant en conformité avec le droit européen, décidé dans un revirement de jurisprudence qui a été vraiment un tsunami en la matière, eh bien décidé que dorénavant, les salariés qui seraient en arrêt de travail, maladie non professionnelle ou en arrêt de travail dont la cause originelle est celle d'une maladie professionnelle d'accident de travail et d'une durée supérieure à 1 an, devaient acquérir des congés payés. Alors, à l'époque, le gouvernement, bien évidemment, ne pouvait faire autrement qu'enfin se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Chose faite, donc je vais vous donner dans un temps le cadre législatif dans lequel les choses sont faites, et bien évidemment ce que comprend les dispositions envisagées par le gouvernement. Ensuite, alors le sujet va prendre un certain temps, une certaine place, vous l'aurez compris aisément, et deux autres thématiques ont été retenues pour cette édition du mois d'avril. Quelles sont les rémunérations à prendre en compte quand je suis amené à déterminer, il y a quelques indemnités de licenciement avec des décisions récentes de la Cour de cassation qui nous éclairent encore plus sur la différenciation qu'il y a à faire entre certains éléments de rémunération. Et puis, y êtes-vous exposé sans doute, notamment parce que vous êtes dans cette pratique-là, eh bien la question du régime social et des cotisations dues lorsque sont versées des rémunérations et des avantages par un tiers. Quelques informations complémentaires, et puis j'achèverai le propos toujours par le rappel que nous faisons de notre catalogue de formation juridique et paye et
également le calendrier des 3 prochaines rencontres, mai, juin, juillet, avec les dates et l'horaire. Vous le disiez à l'instant, hein, le gouvernement ne pouvait faire autrement que d'enfin procéder à l'adaptation du Code du travail à la réglementation européenne et donc d'inscrire dans la législation nationale les règles afférentes à l'acquisition des congés payés lorsque le salarié est en arrêt maladie non professionnel ou bien professionnel, mais au-delà d'un délai d'1 an. Alors, pour rappel, c'était bien évidemment suite à la décision que j'évoquais à l'instant du 13 septembre dernier, mais également le fait que la Cour de cassation, dans ses différents rapports d'activité annuels, avait sollicité de la part du gouvernement eh bien, une adaptation, la nécessité vraiment de mettre en adéquation notre législation nationale et la réglementation européenne. Eh bien, nous allons voir que, en l'occurrence, le vecteur, le véhicule législatif retenu par le gouvernement, c'est celui d'une loi d'adaptation d'un certain nombre de mesures réglementaires, de dispositions réglementaires européenne avec notre législation, il a profité bien évidemment pour inscrire par voie d'amendement les règles afférentes à la gestion et à l'acquisition des congés payés lorsque le salarié est en arrêt de travail. Ce texte-là a été adopté par l'Assemblée nationale et par le Sénat de manière, pardonnez-moi, tout à fait exacte et conforme, le texte conforme par, les options conformes par chacune des deux chambres. Et pour la commission mixte paritaire, il n'y a pas eu de modification. Prochaine étape, c'est bien évidemment le vote sur le texte de la commission paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale. Alors avant de revenir sur les modalités et l'entrée en vigueur qui pose énormément de difficultés, je vais vous indiquer en quelques points les éléments essentiels, les parties essentielles du texte qui sont déterminantes pour une gestion à venir de l'acquisition de ces congés payés au titre des arrêts de travail. Et je vous donnerai même un exemple, en toute fin, un exemple pratique. D'abord, le premier point, c'est l'assimilation du temps de travail effectif de ces 2 périodes de suspension du contrat de travail. On verra de quelle manière ils sont faites. Sur la même diapo, les modalités attributives des congés payés. On abordera également le droit au report, sur lequel je reviendrai pour le contexte qui l'a conduit. L'obligation qui va être faite à l'employeur d'informer le salarié sur le droit acquis. On verra la difficulté que l'on aura à répondre à cette nouvelle obligation. Quelle sera l'indemnisation des congés payés acquis à ce titre-là? Et puis, ce qu'il en sera de la rétroactivité, notamment pour les périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi. Si je devais résumer de manière schématique, et vous avez sous les yeux un tableau synoptique à cet effet, l'assimilation à du temps de travail effectif se fait pour les arrêts consécutifs à un accident de travail ou une maladie professionnelle, par la suppression dans la loi, de la mention d'acquisition dans la limite d'une année. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque le salarié est, dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, continue à acquérir des congés payés, mais dans la limite d'une année. Cette limite-là disparaît et en tout état de cause, dès lors qu'on a réécrit ce petit passage du Code du travail, eh bien, c'est une acquisition des congés payés sans limite d'absence. Sans limite d'absence. Cette mention-là dans le Code du travail est corrigée. Et par ailleurs, on y ajoute, dans cette liste des périodes d'absence du salarié assimilées à du temps de travail effectif, y compris donc les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident non professionnel. Donc la construction se fait en 2 temps. Je supprime la limite d'acquisition des congés payés d'une année au titre des accidents de travail maladie professionnelle et j'ajoute en tant qu'assimilé à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail qui résultent d'un arrêt de travail, maladie non professionnelle ou accident non professionnel. Donc c'est comme ça que le dispositif est inscrit.
On rappelle également, vous vous souvenez sans doute des propos de la première ministre de l'époque, c'est également la décision de procéder à la transposition des règles européennes dans notre droit national, dont on rappelle un peu les choses. C'est d'une part que la décision du 13 septembre 2023, en ce qu'elle constituait un revirement de jurisprudence, s'appuyait essentiellement sur la charte des droits sociaux fondamentaux uniquement, et que d'autre part, par contre, la directive européenne du 4 novembre 2003, qui est un texte fondamental, notamment quand on fait de la paix, puisque c'est le texte relatif à la réglementation sur le temps de travail, temps de repos et période de congé. Fondamentale, cette directive de 2003. Prévoit quant à elle, donc indépendamment de la charte des droits sociaux fondamentaux, prévoit quant à elle une acquisition minimale de congés payés de 4 semaines. Et cette acquisition donc minimale s'applique à tous les États membres de l'Union européenne. La volonté donc affirmée de la Première ministre à l'époque, c'est de dire qu'il n'y aurait pas de surtransposition. On imaginait aisément, bien évidemment, que, en tout état de cause, l'objectif affiché, affirmé, c'est de respecter tout simplement la durée minimale fixée par le droit européen, sans y ajouter notre 5e semaine, qui est maintenant assez ancienne, elle a 42 ans, hein, la 5e semaine avait été introduite en 82. Par contre, là où le texte distingue l'absence de surtransposition et transposition, c'est en matière d'attribution des jours de congés payés selon que le contrat a été suspendu du fait d'un accident de travail ou maladie professionnelle ou du fait d'une maladie non professionnelle. Si le contrat de travail est suspendu du fait d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié se verra attribuer 2,5 jours par mois de travail. En clair, il s'agit des règles de droit commun. Et donc, la suspension de contrat de travail consécutive à un ATMP est traitée de la même manière que les règles de droit commun. Il en est tout autrement lorsqu'en réalité la suspension est elle consécutive à un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel. Dans ce cas-là, ce sont des règles dérogatoires, le salarié se verra attribuer non pas 2,5 jours ouvrables ou 2,08 ouvrés, mais 2 jours ouvrables par mois de travail effectif. Enfin, par mois de travail, il n'est pas en temps de travail, mais il est assimilé à du temps de travail effectif. En l'occurrence, et dans la limite absolue de 24 jours ouvrables. C'est-à-dire qu'on ne dépasse pas les 4 semaines. Ou 20 jours ouvrés, si on devait le traduire en jours ouvrés. Alors, une règle de 3 aboutit à une attribution au jour ouvré de 1,66. C'est-à-dire que nos 2,08 de jours ouvrés pour une acquisition sur 5 semaines, eh bien, deviennent 1,66 pour une attribution limitée à 24 jours. Vous avez donc à l'esprit, bien évidemment, le réflexe premier, c'est la création d'un second compteur de congés payés. Impératif. Qu'est-ce que j'ai acquis au titre de mon activité, de mon temps de travail effectif? Du temps de travail effectif, assimilation, pour toutes les assimilations prévues par la loi, dont, dorénavant, y compris les ATMP d'une durée supérieure à 1 an, et d'autre part, cette assimilation qui a une gestion dérogatoire lorsque le contrat est suspendu pour maladie non professionnelle. Mais il va falloir que je les distingue, parce que bien évidemment, je ne vais pas les alimenter de la même manière. J'ai une alimentation à 2,5 ou 2,08 et j'aurai une alimentation à 2 jours ouvrables ou 1,6 jours ouvrés. Et ça suppose qu'à chaque fois que je suis dans une situation, que le salarié se trouve dans une situation, mais que je la gère, d'une période de suspension du fait d'une maladie non professionnelle, d'exercice non professionnelle, bien évidemment, je vais isoler cette période-là, et essayer de comprendre quel nombre de jours de congés payés je vais attribuer. Je vous donnerai un exemple pratique tout à la fin. Je m'arrête également ici, bien que non évoqué dans le sommaire, mais pour redire de manière absolue que bien évidemment ces nouvelles règles
ne font absolument pas échec, mais strictement en aucune manière, aux dispositions conventionnelles qui déjà assimilent de manière avantageuse pour les salariés, assimilent des périodes de suspension du contrat de travail à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Vous avez quelques conventions collectives. Or, pour ma part, j'ai toujours à l'esprit celle du bureau d'études, des bureaux d'études, notamment la convention dite Syntec, qui prévoit une acquisition des congés payés lorsque le salarié est en arrêt maladie, même non professionnel, et qui nous dit la chose suivante: tant que l'employeur maintient la rémunération à 100%, le salarié continue à acquérir des congés payés. La durée d'indemnisation, maintien de salaire à la charge de l'employeur de la convention collective, c'est 90 jours. Les 90 jours d'arrêt de travail glissant sur les 12 derniers mois glissants, à compter du 91e jour, ce n'est plus la charge de l'employeur, mais de l'organisme de prévoyance. Ben, bien évidemment, ces 90 premiers jours d'acquisition des congés payés se font sur les règles jusqu'à aujourd'hui applicables, c'est-à-dire que nous serons toujours dans une logique de 2,5 jours par mois de travail ou de 0,8 en jour ouvré. On n'abandonne pas ce bénéfice en aucune manière. Par contre, si le salarié devait être absent au-delà de 90 jours, et donc à compter du 91e jour, nous basculerions sur les dispositions légales, donc il n'y a plus de protection conventionnelle, mais il y aura une protection légale en termes d'attribution des congés payés, et dans ce cas-là, à compter du 91e jour, j'ai une gestion dans une limite de 2 jours ouvrables par mois ou un 66 en ouvré, et dans la limite absolue de 24 jours. Donc, on a cette base légale, mais cette base légale, en tout état de cause, ne fait absolument pas échec aux dispositions conventionnelles attributives de congés payés telles que nous les avons pratiquées jusqu'à présent. Ce droit-là n'est pas remis en cause, et je dirais qu'il serait difficilement remis en cause par la loi, parce que ça reviendrait à remettre en question un contrat. Une convention collective, c'est un contrat, hein, bien évidemment, entre d'une part les représentants des employeurs dans le secteur d'activité et d'autre part les représentants des salariés qui, au niveau de la branche, négocient les conventions collectives et leurs avenants. Le projet de loi ajoute également ce droit à report. Alors, ce droit à report, on se souviendra que, déjà dans une décision qui avait fait date et beaucoup de bruit à l'époque, dans une décision du mois de juin 2012, la Cour de justice de l'Union européenne affichait un droit pour le salarié à report lorsqu'il tombe malade durant ses congés payés. Un exemple très simple, hein, le salarié est en congé payé pendant 3 semaines. La première semaine se passe bien, la deuxième semaine, il a un arrêt de travail, maladie. Puis la troisième semaine, il a retrouvé la bonne santé et il poursuit ses congés payés. La jurisprudence à ce jour de la Cour de cassation était la suivante. L'employeur s'étant libéré de son obligation d'accorder des congés payés à son salarié, le salarié a pris des congés payés, ce qui intervient, ce qui peut survenir pendant les congés payés est strictement sans incidence sur ces congés payés. Donc, le salarié tomberait malade, ne bénéficierait pas d'une suspension de ses congés payés pour une gestion en maladie. En tant qu'employeur, nous continuerions à traiter cette période-là de deuxième semaine, ce qui correspond à la deuxième, comme un congé payé qui se poursuit tout à fait normalement. Le cas échéant, le salarié, et ça on a quelques jurisprudences sur le sujet, le salarié pourrait par contre se voir verser des indemnités journalières de sécurité sociale qui s'ajoutent aux indemnités de congés payés, mais il n'y aurait pas obligation, bien évidemment, pour l'employeur de les compléter, puisque le traitement fait est celui du premier arrêt et le premier arrêt, ou la première suspension, pardonnez-moi, et la première suspension. La cause en est les congés payés. La Cour de justice de l'Union européenne a un raisonnement tout à fait différent. Elle recherche l'objet de ces deux périodes de suspension du contrat de travail. L'objet d'un congé payé, c'est un droit à repos, à détente et à loisir, alors que l'objet de l'arrêt de travail consécutif à l'état pathologique du salarié, c'est un droit à retrouver une meilleure santé. Or, quand on recherche, bien évidemment, à travers cet arrêt-là, une meilleure santé, on n'est pas en capacité, d'être reposé du travail fourni, d'être dans un droit de détente et de loisir. C'est contradictoire. Je ne peux pas être malade et à la fois
jouir de ce droit à détente et de loisir. Et donc, considérant que les deux suspensions n'ayant pas le même objet, la Cour de justice de l'Union européenne estimait que le salarié a le droit à un report de congé du fait de l'arrêt maladie durant le congé. D'autant plus intéressant que dans une décision assez récente que nous avions déjà abordée à l'automne dernier, en date du 9 novembre 2023, la Cour de justice de l'Union européenne a maintenu, bien évidemment, sa jurisprudence, qui datait de plus d'une dizaine d'années, dans une affaire qui concerne encore plus notre droit national, puisqu'il s'agissait, je vous le rappelle, d'un employeur français établi en France et, pour la gestion d'un salarié français. Vraiment une affaire franco-française. Et à cette occasion-là, les juges européens ont rappelé encore le droit à report. Et dans un cadre général admis à l'échelon européen, qu'une durée que le droit à report devait avoir une durée supérieure à la période de référence et d'acquisition, c'est-à-dire supérieure à 12 mois, et qu'ils estimaient que 15 mois était une période qui y répondait. Eh bien, le gouvernement n'a pas fait autre chose que de reprendre cette période-là, qui avait été tirée des conclusions de la jurisprudence européenne. Et donc, si le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie ou accident d'origine professionnelle ou non professionnelle, le salarié bénéficie d'un droit à report de 15 mois à compter de la date de réception des informations sur le solde de congés payés sur lequel je vais venir un instant. Par dérogation à ce principe, et là c'est encore une gestion encore plus rocambolesque, si vous me permettez le propos. Vous allez voir que on est dans un cadre général assez technique, pour ne pas dire quasiment une usine à gaz. Si le salarié était congé payé et que survient donc un arrêt maladie, et qu'il s'agit de congés payés de droits acquis au titre des arrêts de travail, maladies professionnelles ou non professionnelles, alors le début de la période de report à la date et le début de la période de report est fixé à la date de la fin de la période de référence s'il y a suspension du contrat de travail en raison de la maladie ou l'accident professionnel ou non professionnel depuis au moins un an. Alors, vous voyez un peu les choses. Nous indiquions tout à l'heure que bien évidemment nous allons devoir avoir deux compteurs pour les attributions des congés payés, les modalités attributives de congés payés que nous avons examinées il y a quelques minutes. Mais en plus de cela, il va falloir que j'imagine un mode de gestion spécifique, que je regarde de près si le salarié est congé payé au titre des droits tirés de l'arrêt de travail, maladie professionnelle ou non pro. C'est-à-dire que quand j'indiquais tout à l'heure que en matière de modalités attributives, les périodes de suspension dont l'origine est un accident de travail, maladie professionnelle, se voient attribuer les mêmes nombres de congés payés, c'est vrai. Donc on pourrait avoir qu'un seul compteur. Mais il va falloir que j'isole, le cas échéant, la prise des congés payés au titre de ces arrêts de travail ou maladies professionnelles, parce que le cas échéant, le salarié peut être encore en suspension du contrat de travail depuis plus d'un an, en raison d'une maladie ou accident pro ou non pro, et donc il va falloir que je réétudie la date de début de la période de report, qui serait la fin de la période de référence. Voilà en clair, on a des principes, des exceptions. Alors, on a des règles, on a des exceptions aux exceptions. Vous comprendrez pourquoi je vous dirai à la fin, ça va être difficile de mettre tout cela en musique, quel que soit l'excellent chef d'orchestre qu'on pourrait avoir en face. Par ailleurs, la loi octroie aux partenaires sociaux, alors à l'échelon de la branche ou de l'entreprise, peu importe, ou voire de l'établissement, la possibilité de fixer par voie d'accord collectif une durée supérieure à 15 mois. Bon, ça, l'avenir nous le dira si bien évidemment quelques entreprises ou secteurs de branche s'engagent sur cette voie-là. Je pense à titre personnel qu'ils ne le feront sans doute pas avec précipitation dans les prochains moments. Par ailleurs, lorsque le salarié a été absent en raison d'un arrêt de travail, du fait
d'une maladie ou d'un accident, professionnel ou non, peu importe, professionnel ou non, la loi prévoit une obligation d'information de ce salarié à la charge de l'employeur de 10 jours. L'information, dans un délai de 10 jours, pardon, l'information porte sur le nombre de jours de congé dont il dispose, dont je ne sais pas s'il s'agit du nombre de jours de congé dont il dispose, c'est-à-dire acquis au titre de cette suspension du contrat, d'origine maladie pro ou non pro, ou s'il s'agit du nombre de jours acquis depuis le début de la période de référence. Silence total de la loi. Et l'information doit porter également sur la date limite de prise de ces congés. En tout état de cause, normalement, ces congés, je ne suis pas dans une logique de report, hein, ce n'est pas un arrêt maladie pendant les congés, mais la date limite de prise de ces congés, elle devrait être identique à la prise de congés, des congés principaux. Il n'y a pas de raison de la remettre en cause. Mais je vais vous donner un exemple pratique dans un instant. Alors, voyez, en plus, s'y ajoute à cela, c'est que lorsque le salarié acquiert des congés payés au titre de période d'arrêt de travail ou accident non professionnel, c'est-à-dire notre fameuse limite de 2 jours ouvrables ou 66 jours ouvrés, dans les limites de 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés. Son indemnisation pour ces jours-là est égale à 80% des rémunérations, bien évidemment reconstituées, correspondant aux périodes de l'arrêt de travail. Nous sommes aujourd'hui le 5 avril. Mon salarié vous présente un arrêt de travail du 5 à la semaine prochaine, vendredi 12 avril. D'abord, il va avoir une attribution très particulière de congés payés, dans les limites que l'on vient d'indiquer. Et en plus de ça, il va falloir que j'isole dans sa rémunération les rémunérations afférentes à cette période, reconstituées bien évidemment, afférentes à cette période, déterminer donc cette base-là et en retenir que 80% pour la gestion de l'indemnisation. Donc on sait bien évidemment que les règles d'indemnisation entre règles du maintien et règles du dixième ne sont pas modifiées. Donc le cas échéant, c'est j'ai une base de rémunération, j'ai une base indemnitaire de 80% et j'ai une indemnité de 10% des 80%, tout simplement. Voilà en quelque sorte comment les choses vont se faire. Vous voyez qu'en termes de gestion des droits, des compteurs, d'information et d'assiettes d'indemnisation, on a un nombre de paramètres à prendre en considération, bien évidemment, conséquent, absolument conséquent. Et sur la date d'entrée en vigueur, je vous en dirai quelques mots dans un instant. Vous voyez un peu le schéma global qui est donné par cet amendement voulu par le gouvernement, malheureusement sans concertation avec les éditeurs de paie, parce que nous aurions bien voulu y apporter quelques observations et critiques sur cette gestion-là. Ce sont d'autres acteurs qui ont été consultés, soit c'est le droit absolu de l'administration du travail et l'administration de la sécurité sociale, mais on ne peut pas y faire face de manière aussi simple. Il y a la théorie et la pratique. Et je dirais qu'en matière de pratique, vous avez réellement, vous toutes et tous qui, en bout de ligne, une expérience incontestable. Qu'en est-il de la rétroactivité? Qu'en est-il de la rétroactivité? Le salarié, mais également les ex-salariés, le salarié mais les ex-salariés, sont en droit de demander une régularisation de leur situation à une date fixée au 1er décembre 2009. J'avais été de ceux, et je l'avais affirmé à plusieurs reprises, qui estimaient que, compte tenu de la nature juridique des indemnités pas de licenciement, pardon, de congés payés,
qui est celle de salaire, bien évidemment, les règles de prescription triennale s'appliquaient. Or, le gouvernement a pris une autre voie, qui est celle de dire, en plus conformément à la notice de la décision de la Cour de cassation, mais il aurait pu l'écarter, mais conformément à la notice de la décision de la Cour de cassation du 13 septembre dernier, de retenir la date du 1er décembre 2009. Ça nous fait une quinzaine d'années, non, un peu moins d'une quinzaine d'années. 13 ans et demi à peu près. Pourquoi? Parce que c'est la date d'entrée en vigueur du fameux traité de Lisbonne et qui prend en compte dans son champ l'entrée en vigueur de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette fameuse celle sur laquelle s'est basée la Cour de cassation pour opérer son revirement du 13 septembre 2023. Ben voilà la rétroactivité, ce que c'est. Alors, à tout le moins, la loi accorde aux salariés un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour exprimer sa demande de rétroactivité, donc de régularisation de ces situations antérieures. Ça signifie que de 2009 à 2024, nous avons une quinzaine d'années, j'arrondis, d'éventuelles régularisations du salarié. Alors, bien évidemment, c'est au salarié d'apporter. Si le salarié est présent dans l'entreprise, à tout le moins, et qu'il a toujours été, et que vous n'avez pas changé de système d'information, vous avez l'historique de situation du salarié, c'est-à-dire y compris les périodes de suspension du contrat de travail, maladie ou maladie non pro ou ATMP. C'est beaucoup plus délicat si le salarié a quitté l'entreprise depuis plus de 10 ans ou, le cas échéant, bien évidemment, il est toujours dans l'entreprise, mais pourquoi 10 ans? Parce que chez SD Works, la RGPD ne fixe pas de délai de conservation, mais elle demande que ce délai de conservation, ces périodes de conservation, soit limité au strict nécessaire de gestion des dossiers des salariés. Et en l'occurrence, cette gestion-là, nous l'avons fixée, nous, à 10 ans, parce que ce sont également les règles de conservation fiscale ou de comptabilité. Mais rien n'interdit à un employeur de demander un effacement d'informations pour une durée encore plus courte. Bon, bref. Mais imaginez, bien évidemment, que vous ne les ayez plus ou qu'entre-temps, vous ayez changé d'éditeur de paye, tout simplement, et de prestataire. Et là, éventuellement, on n'a pas l'historique. Ou avoir avec grande difficulté. Pour ceux qui aiment l'histoire, on retombe à l'archéologie, hein. On fait de l'archéologie juridique, technico-juridique et technico-paye. Un exemple pour imaginer la gestion future et très prochaine de ces situations. Donc, prenons l'exemple d'un salarié qui est dans la maladie non professionnelle du mercredi 17 juillet au mardi 30 juillet inclus, avec des comptes en jours ouvrés. Quel est le nombre de jours acquis? 10 jours d'absence en jours ouvrés. On a dit qu'il y avait 1,66 acquisitions. 10 jours, je lui affecte le prorata de 1,66 sur 20. On donne 0,83. Ce qui est un peu logique, c'est la moitié, la moitié de 10 jours d'arrêt de travail en jours ouvrés. Sur les 20, on a exactement la moitié. Voilà en quelque sorte le nombre de jours dont je vais alimenter le compteur pour le mois considéré. Se pose ensuite, lorsque le salarié revient dans l'entreprise, c'est-à-dire le mercredi 31 juillet, je dispose d'un délai d'information de 10 jours. Si ce délai est apprécié en jours calendaires, ça signifie que je lui délivre l'information plus tard le 9 août. S'il est apprécié en jour ouvrable, j'ai jusqu'au samedi 10 août. Et si je l'apprécie en jour ouvré, j'ai jusqu'au mardi, 13 août. Désolé, mais lorsque le salarié revient le 31 juillet, la paye est déjà close. Je n'ai pas débuté mes travaux de paye du mois d'août, parce que là, en l'occurrence, je m'intéresse surtout à ma DSN.
je n'ai pas les informations. Les informations en matière d'arrêt de travail, en matière de congés payés, remontent en réalité lorsque j'aborde ma période de paye, mais pas dans le délai imparti qui m'est fixé par la loi. En aucune manière. Alors se pose en tout état de cause, eh bien la recherche de la source d'information, si je dois y répondre de manière impérative. Ce que, au demeurant d'ailleurs, le texte ne fixe pas de sanction en cas d'inobservation du délai d'information, voire même de l'absence d'information. Bon. Alors, après, on peut dire que ça entre dans le cadre général des législations sur les congés payés qui est pénalement sanctionné, mais il n'y a pas de sanction civile, en l'occurrence. Sauf à ce qu'un salarié saisisse le juge prud'homal pour défaut d'information. Mais est-ce que ça signifie que si l'employeur ne répond pas à cette obligation-là, cela se traduit par une gestion non contrainte et de prise de congé absolue comme on le souhaite? Je l'ignore. Pour l'instant, le débat reste ouvert. Il faudrait creuser juridiquement, bien évidemment, le sujet. Mais revenons-en à ce que dit le texte. Et en tous les cas, en pratique, je n'ai pas connaissance de ces informations. Par ailleurs, quel nombre de jours de congé dois-je indiquer? Est-ce qu'il s'agit du nombre de jours acquis au titre de l'arrêt de travail, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ou de jours de congé? Le mot congé a disparu, on le corrigera pour la remise du document. Le nombre de jours de congé acquis sur la période de référence. Pourquoi la chose est d'importance? Le texte n'est pas précis. Il dit le nombre de jours dont peut bénéficier le salarié. Bah, il y a une différence entre les 0,86 et beaucoup plus si je prends ma période de référence du 1er juin 2023. Par ailleurs, les dispositions visant à procéder à l'arrondi des jours de congé acquis ne sont pas remises en cause. Donc, est-ce que je donne un jour arrondi ou non? À mon sens, non. À mon sens, non. Pourquoi à mon sens, non? Je pense que l'arrondi doit se faire, pardonnez-moi, excusez-moi, par le cumul, la somme des deux compteurs de congés payés, droit usuel, droit commun, et droit tiré de ces jours attribués du fait de l'arrêt de travail du salarié, je fais la somme et c'est à ce moment-là que je fais l'arrondi. Voilà comment on devrait pratiquer, et non pas deux arrondis distincts, parce que là, on gonflerait de manière substantielle, bien évidemment, les droits attribués aux salariés. Mais l'information exacte, quelle doit-elle être? Elle n'est pas précise. Est-ce que c'est les jours ou les jours que j'ai acquis depuis le premier jour de la période de référence ou les jours acquis au titre de ces séries de travail? Bon, voilà. Alors, tout cela pour dire qu'à défaut de dispositions particulières et spécifiques visant ces mesures dans l'amendement qui a été introduit par le gouvernement, donc défaut d'une date d'entrée en vigueur particulière, le texte entrera en vigueur au lendemain de sa publication au journal officiel. Et nous savons que la semaine prochaine, le Sénat doit bien évidemment s'exprimer sur le texte définitivement conclusif, comme l'on dit, adopté par la commission mixte paritaire, et que l'on ne peut pas exclure un recours devant le Conseil constitutionnel. Je ne sais pas dire si ce recours-là portera, entre autres, parce que le texte est assez long, hein, portera entre autres sur le passage relatif à l'attribution des congés payés en cas d'arrêt de travail ou non. Et pour rappel, à compter de sa saisine, le Conseil constitutionnel dispose d'un délai d'1 mois pour y répondre. Donc à supposer qu'il en soit saisi mi-avril, je pense que c'est même un peu avant, il aurait grosso modo jusqu'à mi-mai pour pouvoir rendre sa décision de conformité ou de non-conformité, totale ou partielle du texte, au
au plus tard le 15, et ça veut dire une publication au journal officiel au plus tard le 16 ou le 17 mai. Hein, je ne sais plus quel jour de la semaine cela tombe, mais je pense que ça tombe en cours de semaine. 16-17 mai. Donc, une application spécifique dès le lendemain ou le surlendemain, bien évidemment, ce qui nous posera en difficulté, parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, pour répondre à l'ensemble de ces règles, leur technicité, aucun éditeur de paye n'est prêt. Et là, vous voyez également, alors que nous avions fortement insisté pour patienter, qu'il va y avoir quelques divergences de traitement entre ce que prévoit le texte que nous avons examiné à l'instant et l'anticipation qu'ont pu avoir certains employeurs en France, notamment en termes d'obligation d'information, mais surtout, quant à la prise en considération de la 5e semaine comme pouvant être alimentée par des périodes de suspension du contrat de travail résultant d'une maladie ou d'un accident non professionnel. Vous voyez que les droits ne sont plus les mêmes. Et le risque, bien évidemment, c'est qu'on a peut-être créé un usage qu'il va falloir maintenir. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là de notre sommaire. Premier sujet. Vous voyez que ça a été assez long et vaste. Maïla, peut-être des questions? Oui. Alors, est-ce que cette reconnaissance de travail effectif pendant la maladie non professionnelle est également à prendre en compte pour le calcul des indemnités de départ, licenciement, rupture conventionnelle, Non, etc.? non, non, absolument pas. En aucune manière. Le texte vise expressément et uniquement la législation sur le droit des congés payés. Il n'a pas d'autre effet, d'autre portée que la gestion des congés payés. Prochaine Une autre question. question? Oui. Oui, je suis en acquisition en calendaire, mais cela ne change rien, soit 2 jours ouvrables, soit 1,66 jours ouvrés, point d'interrogation. En acquisition en calendaire? Est-ce que la question... Alors, je reviens juste sur le calendaire. Je rappelle, alors, pour vous dire un peu comment les choses peuvent être extrêmement rigoureuses. Alors, que dit le Code du travail? Il dit 2,5 jours ouvrables, et donc ça c'est la loi, hein, 2,5 jours ouvrables, ou 2 jours ouvrables une fois que les dispositions que nous venons d'évoquer entreront en vigueur, et puis l'équivalent en jours ouvrés, c'est 2,08 ou 1,66 quand on établit le travail de droit. C'est par mois de travail effectif. Le Code du travail nous dit un mois de travail effectif, c'est égal à 4 semaines. Et l'administration va encore plus loin, et elle facilite la gestion des congés payés. Elle dit que 4 semaines, cela équivaut à 20 jours lorsque la durée du travail, le temps de travail du salarié se décompte sur 5 jours de semaine, à 22 jours si c'est 5 jours et demi, ou à 24 jours s'il travaille 6 jours par semaine. Bon, à dire vrai, on devrait avoir une gestion extrêmement rigoureuse dans l'attribution des congés payés et avoir une gestion d'acquisition par nombre de jours. C'est-à-dire que je vais décompter le nombre de jours de travail du salarié, et puis j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, jusqu'à 20 jours. J'ai un premier paquet de 20 jours, j'ai le droit des congés payés. Ensuite, je débute un deuxième paquet, 1 jour, 2 jours, avec les temps d'assimilation, bien évidemment. Et j'attribue des congés payés. Et vous avez sans doute tous à l'esprit le fait que, reconnu par la jurisprudence, par la Cour de cassation, qu'un arrêt de travail qui n'excède pas 4 semaines ne conduit pas à la réduction des jours de congés payés. C'est-à-dire que les congés payés sont pleins pour le salarié. Pourquoi la chose? Sur la base actuelle, il y a 52 semaines dans l'année. Si j'attribue des congés payés par paquet de 4 semaines, 4 fois 2,5, ça me donne 30. Alors que, en réalité, 13 paquets de 4 semaines, ça me donnerait pour 2,5, 32,5. Donc en réalité, mon salarié est déjà rempli de ces 30 jours de congés payés ouvrables maximum, sans qu'il y ait lieu de chercher les 4 semaines suivantes. Et à mon sens, c'est la gestion la plus rigoureuse que l'on peut avoir. Certains sont surpris quand je leur dis, mais finalement, le salarié en réalité est rempli de ses congés payés dès début mai, quelle que soit son activité ou son non-activité au cours du mois de mai, sont surpris, mais c'est une réalité.
sur arrêté d'abord en raison de l'application des règles et ensuite d'ailleurs confirmé par la Cour de cassation. Donc, quand on dit en calendaire, soyons extrêmement précis, parce que je ne le suis pas par acquisition du premier jour du mois au dernier jour du mois. Dire un mois dans la loi, ça n'est pas suffisant. Est-ce un mois civil? Est-ce un mois de date? Et c'est parce que la chose n'était pas aisée que le législateur a considéré qu'il convenait d'inscrire dans le Code du travail qu'un mois, c'est égal à 4 semaines. Et l'administration est allée encore plus loin dans la finesse du décompte, c'est qu'elle dit 4 semaines, c'est 20 jours, par exemple, quand on travaille du lundi au vendredi. Voilà, ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de madame ou de monsieur, mais voilà ce qu'il fallait préciser. D'autres Ensuite, questions? arrêt de travail et congés payés, mise en place prévue à quelle date? Ah ben, je viens d'y répondre. Je viens Oui. d'y répondre. C'est que, à défaut, malgré notre courrier demande à la ministre du Travail adressé par SDDS, qui est l'association des éditeurs de paye, de ce que nous serions dans l'incapacité, l'impossibilité totale, mais réelle, hein, fonctionnellement, on ne saurait pas le faire, de traduire dans les systèmes d'information ces dispositions-là dès le lendemain de la publication du journal officiel. C'est que nous avions demandé un report d'entrée en vigueur au 1er janvier 2025, mais qui est resté lettre morte. Malheureusement, la probabilité maintenant quasi nulle de ce que même l'examen par le Sénat ou l'Assemblée nationale du texte conclusif issu de la commission mixte paritaire soit également modifié à ce stade-là, même si techniquement c'est toujours possible, mais qu'il soit modifié, ce qui n'est pas probable. Eh bien, ce sera le lendemain de la publication du journal officiel, comme je l'indiquais dans la procédure à venir, et en tout état de cause, pour nous, et je ne connais aucun éditeur de paye, dans la capacité la plus absolue et totale de répondre à la totalité de ces nouveautés législatives. Donc je ne sais pas, c'est un travail fastidieux. Vous avez noté et observé avec moi que d'un point de vue juridique, de nombreuses questions demeurent. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, fonctionnellement, même si on y répondait, c'est mettre en musique l'ensemble des règles. C'est que même si on a une assise juridique, on peut répondre à telle ou telle situation avec assurance en matière de conformité au droit. C'est comment je mets en musique l'ensemble des données. L'ensemble des données. C'est une modification considérable du système d'information, avec des ajouts de compteurs, avec des modalités particulières, attributives, avec à quel mot apparaît. Et je ne sais même pas dans quel délai on saurait accompagner aujourd'hui les clients et toutes les entreprises de France et de Navarre sur le déclenchement du délai d'information, sur l'exactitude de l'information importée. Est-ce qu'on peut le tirer aisément ou est-ce que ça va être une gestion que devront faire les RH de leur côté, indépendamment des informations qui pourraient être tirées des outils Pay ou de GTA? Je ne sais pas. Je sais pas. Bon, non, j'espère qu'on évoluera, on fera évoluer les outils, mais je suis incapable aujourd'hui de dire, et mes collègues et camarades en charge des adaptations du SIRH sont dans cette situation, de dire dans quel délai on répondra à tout cela. Donc on est en peine. Alors juridiquement, bien évidemment, c'est le lendemain de publication au journal officiel de la loi. Maïla, peut-être d'autres questions? Ah oui, il y en a pas mal. Euh, D'accord. Comment cela se passe-t-il avec l'obligation des 30 jours de CP acquis en cas d'absence de moins de 28 jours sur la période de référence? Oui, oui, c'est ce que j'ai indiqué à l'instant, ça n'a aucune modification. Ça n'a aucune modification. Donc, à dire vrai, alors, il y a plusieurs choses. Il y a bien évidemment ici, l'acquisition se fait, mais elle se fera si le salarié est en arrêt maladie sur la base de 2 jours, 2 jours ouvrables par mois. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne va pas isoler. Alors, la pratique ne veut pas que lorsque le salarié est en arrêt maladie, on lui attribue non attributive de congé payé, même au titre de la convention collective. On n'a pas coutume d'alimenter immédiatement le compteur. On regarde à la fin ce qu'il en est. Tout simplement, pourquoi on regarde à la fin ce qu'il en est? Parce que si on suit un mode d'acquisition au jour le jour, comme je l'indiquais, de toute façon, même si l'arrêt est inférieur à 28 jours, bien évidemment, on atteindra par la suite, et si le salarié travaille normalement, on atteindra le maximum de 30 jours ouvrables. Donc, il n'y aura pas d'incidence. Les premiers jours, on attribuera tout à fait normalement les congés payés dans les limites de 2 jours ouvrés.
Autre question, Ensuite, Maïla? qu'en est-il non, pardon. Comment faire si nous n'avons pas l'historique jusque 2009? Eh ben, c'est toute la difficulté. Je ne sais pas, madame. D'abord, alors, je ne sais pas, je vais vous dire pour comment faire. La difficulté va être dans le contrôle. Parce que, d'abord, c'est aux salariés d'apporter la justification de ses droits. Donc, il va apporter ses bulletins de paye, faisant état, bien évidemment, d'un arrêt de travail. D'un arrêt de travail maladie et éventuellement des arrêts. Quand ils sont supérieurs, c'est à lui d'apporter les éléments. Vous n'aviez même plus d'obligation. Alors, nous, on a fixé à 10 ans, mais peut-être même pour d'autres opérateurs à une durée encore plus courte. Mais vous n'aviez plus normalement d'obligation de conserver toutes ces données personnelles, hein. Donc, si on remonte à 2009, c'est au salarié d'apporter la justification, c'est le bulletin de paye en l'occurrence. Donc, la demande émane du salarié, à lui d'apporter les éléments étayant ses demandes. Et à vous, alors pour le contrôle, par contre, vous, dans un second temps, c'est celui du contrôle, il va être extrêmement délicat à réaliser. Et on considérera que les éléments bulletin de paye ou tout autre élément justificatif, bien évidemment, eh bien, seront les éléments sur lesquels il va falloir travailler. Mais vous, en tant qu'employeur, extrêmement difficile, bien évidemment, d'y répondre. Qu'en est-il si le salarié est en maladie depuis plusieurs années? Ça veut dire que ces droits acquis au titre de cette suspension du contrat de travail, il faudra commencer à les alimenter dès l'entrée en vigueur de la loi. Ce qui me fait penser d'ailleurs que quand je vous parle du mois de mai, qu'on sera assez proche de la fin de la période de référence actuelle et de l'ouverture de la prochaine. Bon, donc on peut considérer qu'on le fasse à partir de la prochaine période de référence si on n'a pas date d'entrée en vigueur ultérieure. Ça aide un peu les choses et de considérer que cette période de référence en cours serait close à la date d'entrée en vigueur de la loi. Ça voudrait dire que pour l'avenir, aux salariés, vous devrez les traiter bien évidemment comme des périodes attributives de congés payés, que par le passé, c'est le salarié qui disposera d'un délai de 2 ans pour exprimer sa demande. Voilà. Ben, attendez la demande du salarié dans ce délai de 2 ans, tout simplement. Aujourd'hui, l'action pour les passés est à la charge du salarié. Il n'y a pas d'obligation d'une gestion rétroactive et la loi ne le fait pas peser sur l'employeur. Donc c'est un peu un allègement de la gestion de cette rétroactivité qui nous porte sur de très nombreuses années en arrière. C'est qu'effectivement la rétroactivité est très lointaine, mais l'initiative de la régularisation des périodes antérieures est à la charge du salarié qui doit exprimer dans un délai de 2 ans la demande de régularisation. Ça allège un peu les choses. Voilà, voilà ce qu'il en est. Alors après, bien évidemment, comme nous l'avons connu également chez certains employeurs, il y a également la question de la pression des représentants du personnel. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'anticiper. Et ça sera une gestion particulière si, bien évidemment, c'est une demande expresse et pressante des représentants du personnel de ce qu'on met en conformité avec la loi. On peut toujours objecter que de toute façon, c'est au salarié d'exprimer cette demande de manière individuelle. Mais ensuite, c'est une gestion des relations avec les représentants du personnel. Autre Dans le question, même Maïla? sens, dans le même sens que ta réponse, est-ce que du coup c'est au salarié de prouver son absence pour maladie? À part le passé, oui, bien sûr, il apportera tous les éléments de preuve, oui. OK. Bien sûr, sauf si vous voulez faciliter cette gestion-là et considérer que ta demande est légitime, qu'on a l'historique sur 3 ou 5 ans et qu'on va régulariser. Mais in fine, bien évidemment, il doit étayer sa demande. Autre question peut-être, Maïla? Ouais. Les congés payés ne s'acquièrent plus par bloc de 4 semaines, je crois que tu as déjà dit. Ah, non, non, il continue de s'acquérir sur bloc de 4 semaines, hein, ça c'est incontestable. Cette partie-là du Code du travail n'est pas amendée ou n'est pas modifiée par le texte, hein. Le texte vise OK. expressément la gestion des arrêts de travail pendant la gestion des arrêts de travail, hein, maladie ou ATMP, mais elle n'aborde absolument pas une modification de l'acquisition par 4 semaines. En aucune manière.
Ensuite, la loi prévoyait une acquisition de congés pendant le premier mois d'arrêt maladie. Qu'en est-il? Est-ce que cela est supprimé, c'est-à-dire 2 jours ouvrables au lieu de 2,5? Alors, c'est pas supprimé. C'est pas que la loi l'attribuait, c'est qu'en tout état de cause, l'incidence était neutre, mais pour les raisons que j'indiquais, c'est-à-dire que on peut, pendant le premier mois, ne pas attribuer de congés payés parce qu'on sait, ou les 4 premières semaines, pour être plus juste, ou les 20 premiers jours, si on devait être encore beaucoup plus fin, c'est que sur cette période-là, on n'attribue pas des congés payés parce qu'on sait très bien que les périodes suivantes, si elles sont travaillées, donneront lieu à l'attribution de congés payés dans les limites absolues de 30 jours ouvrables ou de 20 jours ou de 25 jours ouvrés. Donc, je dirais que c'est tout simplement une non-incidence. Une non-incidence. Donc, c'est pas j'attribue pendant les 4 semaines. C'est pas d'ailleurs, c'est pas ce que dit la Cour de cassation. Elle dit c'est sans incidence sur la réduction des droits. Ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et elle a raison, c'est sans incidence sur la réduction des droits, puisque si le reste du temps et sur l'année restante, le salarié continue à travailler, il n'y aura pas de réduction des droits, tout simplement parce qu'on aura atteint le maximum. Ok. Nous avons 6 semaines de congés payés ouvrés. Pour une salariée en maladie professionnelle, nous lui avons accordé les 6 semaines. Doit-on revoir le calcul? Ah, vous avez déjà attribué les 6 semaines, c'est ça? Alors, Apparemment. ouais, alors ça c'est difficile parce que vous avez créé un usage. Alors vous me dites pour la salariée, alors il est vrai que l'usage il a 3 critères, hein. Généralité, constance et fixité. Et généralité, ça disparaît. Sans doute si vous l'avez attribué qu'à une seule salariée. Mais ça veut dire qu'en tout état de cause, par principe d'égalité de traitement, si une même situation devait se présenter chez un autre ou une autre salariée, par principe d'égalité de traitement, vous auriez accordé les mêmes droits. Quelque part, on crée un usage, hein. Difficile là de revenir dessus. Donc, si la loi limite à 24 jours, sur une base légale, rien n'interdit de faire mieux, hein. Elle dit la loi, vous avez simplement 24 jours sur une base légale. Après, vous lui donnez, vous donnez la 5e semaine, voire la 6e semaine, strictement rien ne s'oppose et vous ne serez nullement sanctionné si vous donnez plus. Mais là, vous avez créé une forme d'usage. Je le crains fortement. Alors, il faudrait rentrer dans le dossier, mais c'est le sentiment que j'en ai de prime abord. Autre question, Ensuite, Maïla? oui, je n'ai pas compris si le paiement des congés payés tirés de ce droit tiré de la nouvelle règle n'est pas à prendre en compte lors d'une sortie d'un salarié. Pourquoi doit-on régler les salariés déjà sortis? Alors, les salariés déjà sortis, ils ont un droit de régularisation. Alors, bien évidemment, ne le faites pas de manière automatique. À eux d'exprimer leur demande. Mais ne soyez pas surpris ou surprise si, une fois que la loi sera entrée en vigueur, vous avez quelques anciens salariés qui reviennent vers vous, hein. Ne soyez pas surpris, surprise. Ils ont le droit. Ils ont un droit de régularisation. Le droit de régularisation ne s'arrête pas aux salariés présents dans l'entreprise. En aucune manière. Donc ceux qui l'ont quitté ou ceux qui seraient amenés d'ailleurs à quitter l'entreprise éventuellement dans les prochains jours, les prochaines semaines, avant l'entrée en vigueur de la loi, vous ne pourrez pas leur opposer leur absence dans les effectifs au moment où la loi est entrée en vigueur. Ils sont légitimés à revenir vers vous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Autre question, Maïla? Oui, acquisition de 3 jours par mois, soit un décompte pour une semaine, 7 jours. De 3 jours par mois? Oui, on est un peu plus favorable que les 2,5 ouvrables. Au lieu de dire que vous avez peut-être introduit la 6e semaine, oui, ça existe dans certaines entreprises. Sinon, je ne saisis pas la question. De 3 jours par mois et 7 jours par semaine, oui. J'ai pas compris. Je ne sais pas s'il y avait un lien avec une question précédente, je sais pas. Oui, passons à la suivante et puis madame ou Ouais. messieurs reviendra. Acquisition de 3 jours par mois, soit un... Ah non, pardon. Je vais la refaire. Oui. Elle est où l'autre? Pardon, je suis perdue dans mes questions. Voilà. Pourquoi y a-t-il un impact dès les 10 premiers jours d'absence maladie? Pourquoi il y a un impact dès les 10 premiers jours d'absence maladie? Alors là, je ne saisis pas. Là, j'ai donné un exemple, hein, c'est un simple exemple, hein, que j'ai donné précédemment. Tout simplement. Mais il y a un impact, je dirais même dès le premier jour d'arrêt maladie. Tout simplement. Oui. Voilà, et c'est simple, hein. Au lieu d'avoir 10 ici, vous l'avez à l'écran, j'imagine, au lieu d'avoir 10 jours d'absence ici, j'aurais pu mettre 1 auquel j'affecte le ratio de 1,66 sur 20 et puis j'aurais eu un résultat tout autre, hein. Ben,
bien inférieur à 0,83, bah 10 de moins, ça ferait 0,08. Voilà. En grosso modo, ça ferait 0,08, un dixième des 0,83. J'aurais eu 0,08. Mais j'ai un impact dès le premier jour d'arrêt maladie. Là, c'est un simple exemple, hein, bien évidemment. Vous pouvez modifier dans le ratio, vous pouvez modifier autant que vous voulez le nombre de jours d'absence. Et je l'ai pris en jour ouvré. Vous pouvez le remplacer par les jours ouvrables, le cas échéant. Maëla, autre question peut-être? Ah oui. Donc, si le salarié est en maladie depuis plusieurs années, il aura le droit à seulement 24 jours ouvrables, mais les jours ne seront pas cumulables. Mais c'est 24 jours par période de référence. Ouais. Voilà, c'est 24 jours par période de référence. Même si ça fait 2 ans, ça fait 48. Voilà, si ça fait 3 ans, ça fait 72. C'est 24 par période. Et non pas 24 limités sur les 10 dernières années. Ensuite, donc si c'est au salarié de faire la demande, notre obligation de l'informer de son nombre de jours court à compter de sa demande, même s'il est déjà en maladie. Alors, sur le nombre de jours pour l'information, c'est lorsque le salarié, ce délai de 10 jours pour délivrer l'information, cette obligation-là débute à partir du moment où il revient dans l'entreprise, lorsque son arrêt de travail est arrivé à terme. Je vais revenir sur la diapo si je reviens sur ces 10 jours. Voilà, c'est un délai de 10 jours. Au terme d'une période d'arrêt maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, donc c'est bien au terme. Lorsque le salarié revient, l'employeur doit informer ce salarié dans un délai de 10 jours du nombre de jours de congé dont il dispose. Alors là, c'est le point d'interrogation que nous avons, que je vous ai exprimé. Est-ce que c'est le nombre de jours acquis durant cette période d'arrêt maladie ou le nombre de jours acquis depuis le début de la période de référence? Et la date limite de prise de ces congés. Je ne vois pas pourquoi cette date limite serait différente de la prise des congés tirés des droits principaux. Mais c'est à partir de là que court le délai de 10 jours. Bah, de toute façon, moi, tant que le salarié n'est pas revenu dans l'entreprise, je n'ai pas d'obligation d'information. J'attends qu'il revienne et le délai de 10 jours courra à partir de sa date de retour. N'hésitez pas à réécrire hein, si ça n'était pas tout à fait la question posée. Ensuite, lors du solde de tout compte, doit-on payer ses congés payés obtenus en maladie? Oui, bah oui, dès que la loi sera entrée en vigueur, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, absolument, absolument. Euh, Si un salarié est en arrêt pendant 3 années continues, de décembre 2009 à décembre 2012, et qu'à l'époque nous n'avions pas informé du nombre de congés payés acquis ni du délai de report, alors il acquiert de plein droit 3 années fois 20 CP. Oui, bah, vous ne l'avez pas informé à l'époque, c'est normal, puisque la loi ne vous y contraignait pas, tout simplement. C'est une mesure nouvelle que nous venons d'exposer. Et en toute logique, pas de base légale, pas d'obligation. Mais en l'occurrence, bien évidemment, quand il reviendra, il faudra l'informer dans les 10 jours de la totalité des droits acquis. Absolument, absolument. Là, il y a un retour concernant la question qui parlait Hmm, de l'impact sur les 10 jours d'absence. hmm. La personne dit normalement non, pas d'impact dès le premier jour d'arrêt. Pas d'impact dès le premier jour d'arrêt. Je ne saisis pas. Alors, s'il s'agit de dire pas d'impact au titre des droits dès le premier jour d'arrêt, oui, alors, pas d'impact. En tous les cas, dans la gestion aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est non attributif de congés payés. Je vous disais encore une fois, tout simplement parce que s'il est présent au-delà des 4 premières semaines, on aura atteint le maximum. Donc même si je mets 0 sur le premier mois, sur les 11 suivants, et on décompte en jours fixes, il aura atteint le maximum de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Mais sinon, pas d'impact dès le premier jour, je ne saisis pas. Je tiens à vous informer qu'il me reste encore avec vous une vingtaine de minutes. Voilà, juste pour vous dire. Mais n'hésite pas à continuer. Je sais très bien que le sujet
et d'importance, il est fondamental. C'est juste pour vous en informer. D'autres questions peut-être, Maïla? Ouais. Donc, plus de jours de vacances que les salariés qui travaillent. Non. Non, pas plus de jours. Pas plus de jours. Soit le salarié est en arrêt de travail d'origine professionnelle, ATMP, et il a le droit au même nombre de jours, ou le salarié est en arrêt de travail pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, et dans ce cas-là, le nombre de jours d'ailleurs attribué est inférieur, puisque on est à 2 au lieu de 2,5 et à 1,66 au lieu de 2,08. Donc il acquiert pas plus de jours. Il acquiert des jours, mais le nombre de jours n'est pas supérieur. Absolument pas. Alors après, tout débat est légitime d'attribuer des congés payés à un salarié en arrêt maladie. Ça, c'est autre chose. J'ai bien noté chez de nombreuses personnes, bien évidemment, leur réaction. Mais ça, c'est autre chose. Mais il n'acquiert pas plus. Il acquiert des droits. Et je dirais même moins quand il est en arrêt maladie non pro. Encore une question. Est-ce qu'il faut informer le salarié du nombre de congés payés et du délai de prise au retour de chaque arrêt maladie, quelle que soit la durée De l'arrêt? de l'arrêt, ouais. Pour un Absolument. jour d'arrêt, 2 jours d'arrêt, N jours d'arrêt. Absolument. Absolument. Mon exemple était de 10. J'aurais pris l'exemple d'un jour d'arrêt de travail. La règle était exactement la même. Absolument. Il n'y a pas de durée minimale d'arrêt de travail pour rendre l'obligation d'information, ou plutôt l'obligation d'information n'est pas conditionnée par une durée minimale d'arrêt de travail. Absolument. Vous êtes certain que ce n'est pas limité à 24 jours, même au-delà de 2 ans de maladie? À 24 jours au-delà de 2 ans de maladie, c'est-à-dire pour les 2 ans d'arrêt de Même travail. au-delà. C'est-à-dire que j'aurai deux ans d'arrêt de travail et je limiterai à 24 jours pour les 2 années. Non. Non, non, non. C'est par période de référence. Donc que le salarié ait 1 an d'arrêt de travail ou 10 ans d'arrêt de travail, eh bien c'est 1 an pour 24 jours et aujourd'hui on ne dit pas que c'est limité à 24 jours pour les arrêts de travail. On dit, en plus ce serait un peu étonnant parce que ça voudrait dire que euh, si le salarié est absent 1 an, il a 24 jours, mais si son arrêt de travail en raison de son état pathologique est supérieur à 1 an, il n'a plus le droit, ou supérieur à 2 ans, le cas échéant, il n'aurait plus le droit à ses congés payés. C'est pas ce que dit la loi. C'est pas ce que dit la loi. Elle dit 24 jours. Ben, moi, j'applique rigoureusement la loi. La loi me dit attribution de 2 jours ouvrables. Donc j'ai ramené l'exemple à 1,66 ouvrés maximum par période de référence. Je l'applique. Il n'est pas prévu qu'on limite à 24 jours la totalité. Enfin, je veux bien relire le texte, mais c'est pas le nombre de jours maximum. Enfin. Mais revoyons, pourquoi pas, hein, si l'administration en a une toute autre interprétation, ben, la lecture du texte, c'est vraiment pas le sentiment qu'on en a. Maintenant, si en réalité c'était l'orientation qu'il fallait donner, pourquoi pas, mais ça ferait peut-être même l'objet d'ailleurs d'un contentieux constitutionnel en la matière. Parce que ça ne répondrait pas. Pourquoi? Parce que ça ne répondrait pas, bien évidemment, notamment à la règle européenne. Alors, on essaie de transposer notre droit national les réglementations européennes, qui, elles, de mémoire, et la jurisprudence de la CJE ne dit pas vous avez le droit à des congés payés pour une durée maximale d'une année complète d'absence. Et alors, ça serait en plus assez surprenant en termes de transposition. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voyons ce que pourrait en commenter l'administration. Autre question. J'avais compris que c'est le salarié qui devait faire sa demande ou doit-on l'informer? Pour la période antérieure, non, il n'y a pas d'obligation d'information, c'est le salarié qui fait la demande. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi. Hein. Ouais, je crois que Il y a c'est pas ça. de- Quand Oui, on oui. parlait de Pour la période, rétroactivité. oui, pour la période rétroactive, c'est une demande du salarié. Il n'y a pas d'obligation d'information.
Je trouve que si un salarié est en maladie depuis 3 ans, il revient, il a le droit à 60 jours de congés payés, ce qui est bien plus qu'un salarié qui travaille. La loi ne va-t-elle pas Non, permettre aux salariés non, de se mettre de plus en plus en non, maladie? absolument pas, parce que le salarié qui a travaillé pendant ces années-là, il a eu ses droits à congés payés aussi, hein. Et il a eu le droit d'ailleurs à un nombre de congés payés comprenant la 5e semaine. Donc il n'a pas plus, il a même moins, puisque limité à 4 semaines. Alors que le salarié qui a travaillé durant ces périodes-là, alors il a pris déjà ses congés payés par le passé, bien évidemment, hein, dans les délais impartis fixés par l'employeur. Mais il a eu même un nombre de jours de congés supérieur. Quand on prend période par période, il a eu un nombre de congés supérieur. On régularise la situation antérieure où le salarié avait zéro. On lui dit tu n'auras pas zéro, tu auras tant. Mais ce temps est inférieur, ce nombre de jours est inférieur au nombre de jours que tu aurais eu si tu avais travaillé. C'est tout ce que l'on dit. Mais il n'a pas plus. Il a même moins. En cas d'arrêt maladie depuis plusieurs années, ne devrait-on pas considérer que le salarié qui n'a pas pris ses congés dans les délais de 15 mois qui suivent la période de référence perdront donc droit à ses congés, à leurs congés? Non, pourquoi les 15 mois? C'est pas qu'il n'a pas pu les prendre. C'est pas qu'il n'a pas pu les prendre. Là, on confond deux choses. On confond l'attribution des congés alors que le salarié était malade et le droit au report parce que le salarié est tombé malade durant les congés qu'il a pris. Ce qui est deux choses différentes. Alors, euh, est-ce que l'on parle de l'impossibilité de prendre des congés parce que, bien évidemment, il était en arrêt maladie, mais pour des congés payés qu'il a peut-être déjà acquis. Mais ce droit au report, lui, débute au moment où le salarié revient dans l'entreprise. Et non pas, alors depuis 3 ans, il les a pas pris, il les a perdus. Faudrait voir ce point-là, mais je crains que dans la question, on confonde l'acquisition et le droit au report. Mais bien qu'elle puisse être intéressante en termes de est-ce que le droit au report tombe de lui-même parce que ça fait trop longtemps que le salarié est en arrêt maladie. C'est à voir. Merci en tous les cas pour la question, c'est à voir, ça c'est à creuser effectivement. Quels sont les moyens d'information formels pour informer les salariés? Mail, courrier, AR, remise en main propre. Aucune contrainte en termes de moyens. Ce qui est sûr, c'est que on doit avoir date certaine de la réception par le salarié. Donc ça peut être un mail avec accusé de réception, ça peut être une lettre de contrôle des charges. Il n'y a aucune contrainte en la matière. Ok. Autre Et question? si le salarié ne peut pas prendre tous les congés payés attribués en raison de l'organisation de son service, l'employeur peut-il les payer? Non, surtout pas. Surtout pas, ça veut dire que l'employeur qui a mis le salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés, ce qui va arriver très certainement. Je vous rappelle que l'employeur reste maître, bien évidemment, de la gestion de l'entreprise, de l'organisation du temps de travail, de l'organisation de l'entreprise, et que vous avez même des structures dont les dates sont fixées de manière identique pour tous les salariés. On le sait tous, hein, vous avez même dans des petites structures des, des entreprises qui ferment, notamment certaines périodes de l'été, en l'occurrence le mois d'août. Mais en l'occurrence, bien évidemment, si c'est l'employeur qui le met dans l'impossibilité parce qu'il a besoin du salarié, c'est tout simplement un droit à report ultérieur. Mais on ne les paye pas. Le droit à repos est absolu. Alors ça, surtout, ne les payez pas parce que c'est en plus contraire à la directive de novembre 2003, directive européenne, et contraire déjà au Code du travail et plusieurs fois sanctionné par la Cour de cassation. Autre question, Maëla? Oui. Un salarié ayant 3 ans de report a-t-il un délai de 15 mois dès sa reprise pour solder la totalité de son solde? S'il n'est pas possible de tout prendre, les CP sont perdus. Il y a 15 mois de report. Bonne question. On la note aussi. On la note aussi. Il y a donc deux questions à noter. Je pense que Maëla, tu les as. Mis un petit point à côté. Et on essaie de vous répondre dans les plus brefs délais. Bonne question. Excellente question. Effectivement, la question du Ensuite, report, on l'a pas abordée de manière plus approfondie. suite à la question sur le paiement des congés non pris, on ne peut pas les faire mettre dans le CET? Alors, alors ça c'est compliqué parce que je rappelle que le CET
ne peut être mise en place que par voie d'accord collectif, que d'autre part, bien évidemment, c'est l'accord collectif qui fixe les modalités d'alimentation du CET, et qu'à ce jour, on peut y mettre que la 5e semaine. Et donc, comme les règles n'ont pas été modifiées sur ce sujet-là, et qu'il n'y a pas de 5e semaine, difficile d'en alimenter le CET. Hein. Difficile d'en alimenter le CET. Ou alors, il faudrait modifier les dispositions légales relatives au CET. Aujourd'hui, il y a un droit absolu à repos de 4 semaines, et la 5e semaine peut être gérée par alimentation d'un CET, ça c'est ce que permet la loi, mais elle ne permet pas d'y mettre les 4 premières, pour toute ou partie d'entre elles d'ailleurs. Donc ça me paraît délicat, hein. Je ne vois pas comment l'état actuel de la législation pourrait alimenter le CET de ces droits-là. Une remarque qui dit ça nous arrange, sinon nos compteurs CET seraient très élevés, trop. Sans doute. Je comprends, je comprends, je comprends. Alors après, c'est une délicate gestion. Est-ce que ça veut dire qu'en même temps, il faut que le salarié s'absente, ou alors il y a le CET, les compteurs ont été élevés. En tout cas, de toute façon, le CET visant à rémunérer, indemniser des périodes d'absence à venir du salarié, il y a un moment donné, c'est une gestion d'absence. Donc, soit elle est tardive, parce qu'on a fortement augmenté le CET, soit elle est beaucoup plus proche dans le temps, parce que, bien évidemment, le salarié va faire usage de ces droits-là. Y a-t-il d'autres Et questions, Maëla? Sinon, j'ai une dizaine de minutes pour aborder les autres points. il y a une dernière question, mais je pense que ça va rejoindre les questions qui doivent être Oui. posées, puisque c'est un salarié qui aurait acquis 120 jours de congé au titre de son arrêt maladie, bénéficie-t-il juste de 15 mois pour prendre l'intégralité de ses congés? Ouais, on va y répondre, on va y répondre. Voilà, Très bien, oui, ok. effectivement, c'est sur le report. Ouais, Sur le report. Effectivement, il nous on faut revient au creuser même. ce point-là, en Ouais, l'occurrence. Quoique de mémoire, je n'ai ok. pas le texte sous les yeux, mais pour l'avoir tourné dans tous les sens, il n'est pas plus explicite. Donc c'est peut-être une question qu'on va adresser également à l'administration du travail pour qu'elle puisse, dans ce qui pourrait être une foire aux questions ou un QR question-réponse à venir, préciser les choses. Mais très bonne question. Ok, bah, c'est tout. Merci grandement, Maïla, et merci à toutes et à tous ceux, y compris ceux qui n'ont pas posé de questions, de votre participation et de l'animation à ce débat. Un très 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 grand merci. Je m'en excuse par avance, je vais devoir aller un peu plus vite dans ma présentation à venir. Je voulais vous parler des indemnités de licenciement et quelle rémunération prendre en compte. Juste dans un premier temps, rappeler la base légale de détermination de l'assiette de calcul des indemnités de licenciement, en ce que, d'abord, dans des institutions de nature législative L 1234-9 du Code du travail, la base indemnitaire est fonction de la rémunération brute antérieure à la rupture du contrat de travail et que les taux et modalités sont déterminés par voie réglementaire. Notre fameux R, ensuite, qui résulte d'un texte de décret en Conseil d'État, le R 1234-2 fixe le taux applicable au salaire par année d'ancienneté, nos fameux un quart ou un quart jusqu'à 10 ans et un tiers au-delà de 10 ans d'ancienneté. Et le R 1234-4, nous dit pour déterminer cette assiette-là, c'est la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou tiers des 3 derniers mois. Aucune autre précision, c'est-à-dire qu'on parle de rémunération brute sans qu'on le sache ce qu'est cette rémunération brute. Mais en tout état de cause, on va dégager un principe général tiré des éléments et des affaires qu'a pu trancher la Cour de cassation dans ces jurisprudences, ce sont les sommes versées en contrepartie du travail effectif et assimilé. À ce titre-là, un petit tableau récapitulatif des éléments qui sont à inclure ou des éléments qui sont à exclure, dont on retrouve à gauche à y inclure bien évidemment le salaire de base, les heures supplémentaires et complémentaires, les primes et gratifications, commissions, notamment toutes ces primes d'objectifs, d'ancienneté, etc., les avantages en nature contractuelle, hein, les pourboires, les indemnités de congés payés, les salaires perçus à l'expatriation versés par une filiale. Je vais revenir dessus sur ces éléments-là dans un instant. L'activité partielle et la reconstitution du salaire, ça on en a beaucoup débattu il y a 4 ans lors de la mise en place de manière massive de l'activité partielle. Et congé parental à temps partiel, reconstitution du salaire à temps plein. Ce que j'exclus, bien évidemment, ne sont pas des salaires, les remboursements de frais professionnels, les indemnités compensatrices de congés payés, lorsque j'établis mon STC, celles-ci sont exclues de la base indemnitaire. Notre fameuse réintégration sociale et fiscale, quoiqu'alimentant le brut SS, ne doit pas être considérée comme un élément de rémunération au sens du droit du travail, ça l'est au sens du droit de sécurité sociale, mais pas du droit du travail. L'intéressement, participation et les primes facultatives fixées à la discrétion de l'employeur à l'occasion d'un événement unique. Ça, ce sont nos éléments de référence. Alors pourquoi la chose était d'intérêt? Parce que l'occasion a été donnée à la Cour de cassation de s'intéresser au versement de stock options et actions gratuites
avec là une décision de cassation, puisque la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, la Cour d'appel. Pour la Cour d'appel, les plus-values qu'opérerait à la revente le salarié ne sont pas constitutives de salaire, donc n'ont pas à être intégrées dans l'assiette d'indemnisation en cas de licenciement. Par contre, les valeurs propres, lors de l'acquisition, voire même donc de l'attribution, de l'acquisition de stock option et d'attribution d'actions gratuites, sont liées au fait que le salarié travaille dans l'entreprise, considérant que ça peut être également un mode de récompense de sa fidélité ou de ses résultats, et c'est la rémunération du travail. C'est sur cette logique-là, sur ce raisonnement-là que la Cour d'appel considère que les valeurs stock option et actions gratuites doivent alimenter la base indemnitaire. La Cour de cassation, elle, estime qu'en aucune manière les stock option et actions gratuites sont des contreparties directes du travail effectué par le salarié. Et de ce cas-là, elles ne sont pas constitutives de rémunération et doivent être exclues de l'assiette indemnitaire. Donc voilà, si un jour la question vous est posée en termes de gestion et relativement à la prise en compte ou pas des stocks d'observation gratuites, vous avez une décision récente de cassation qui nous éclaire. Et à ma connaissance, ça n'a jamais été fait par le passé. Donc, elle constitue un texte de décision de référence. S'agissant des salariés expatriés, la loi veut que l'employeur ait une obligation de rapatriement par la société mère du salarié qui est envoyé à l'étranger, que doit être pris en compte le temps passé au service de la filiale pour le calcul du préavis de l'indemnité de licenciement et application des règles de droit commun en cas de licenciement par la société mère. Mise en application, donc dans une décision assez récente, la Chambre sociale de la Cour de cassation date du 6 mars 2024, la clause contractuelle retenant comme référence du salaire versé avant l'expatriation, c'est ce qu'a fait, ce qui a retenu alors d'abord elle était présente cette clause, bien évidemment dans le contrat de travail. La clause a été admise par la Cour d'appel, validée, considérant que, en l'occurrence, l'indemnité de licenciement reposait uniquement sur le salaire qui était versé au salarié avant l'expatriation, mais ça a été invalidé par la Cour de cassation, faisant une stricte application des dispositions légales, c'est-à-dire qu'en tout état de cause, pour le préavis et l'indemnité de licenciement, on tient compte du temps passé au sein de la filiale. Alors pourquoi le salarié a introduit ici une procédure judiciaire? C'est que bien évidemment, quand on a une expatriation, on a des compléments de rémunération à son salaire, incitatifs bien évidemment à l'expatriation. On l'aura tous compris. Et donc, ça gonfle d'autant l'assiette d'indemnisation. Donc, soyons extrêmement prudents, hein, et d'autant plus que ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation, ici, c'est plutôt une continuité de sa jurisprudence, ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation rappelle qu'il convient expressément de retenir les rémunérations versées par la filiale lorsque je licencie en tant que maison mère le salarié. Maïla, je vais, si on me le permet toutes et tous, passer assez rapidement sur la phase question pour aller sur la rémunération et avantages versés à un tiers, pour rappeler que nous avons dans le Code de sécurité sociale l'assujettissement à cotisation sociale des avantages et sommes alloués à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur ou en contrepartie du travail accompli dans l'intérêt de la dite personne, etc. Ça veut dire quoi? Qu'il s'agit d'un versement par une personne autre que l'employeur et que ce versement est fait parce que le salarié a accompli une activité dans l'intérêt de l'entreprise. En clair, vous avez des exemples, un cadeau, bon d'achat, remise forfaitaire. Je suis, on va prendre l'exemple le plus simple, si je suis un organisme de financement et parmi les entreprises qui ont recours parfois, j'ai en partenariat un vendeur de meubles, par exemple, ou un concessionnaire de véhicules. Et le vendeur place soit le crédit, soit et ou la carte de crédit. Je récompense le vendeur pour cet acte-là parce qu'il a vendu une de mes prestations. Pourtant, je ne suis pas son employeur. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le versement à tiers. Le régime social est le suivant. On a, lorsque la rémunération est comprise entre un minimum et un maximal, une contribution forfaitaire. Cette contribution forfaitaire vaut dès lors que les rémunérations et avantages sont versées à une personne exerçant une activité commerciale. Donc, ça veut dire que le salarié est un commercial, une activité commerciale dans l'entreprise. Et donc, au-delà de ces plafonds, on tombe dans le régime de droit commun. Et le régime de droit commun s'applique pour tous les versements à d'autres personnes qui n'ont pas de la qualité de commercial. Et donc, là, c'est bien évidemment assujetti dès le premier euro. Financement, alors qu'en était-il? C'est un financement de voyage par l'attribution de points cadeaux
le versement a été fait directement à l'employeur qui lui était chargé de bien évidemment redistribuer auprès de chacun des salariés, et l'entreprise tiers a considéré qu'il n'y avait pas d'assujettissement ni à la contribution forfaitaire ni aux cotisations sociales dans le cadre du régime de droit commun, parce qu'il n'y avait pas d'individualisation des avantages. L'avantage était remis directement à l'entreprise, chargée à elle de répartir entre les salariés concernés et ces salariés concernés cet avantage-là. L'URSSAF a opéré un redressement qui a été validé par la Cour de cassation, c'est une décision du 30 novembre dernier. Pourquoi la Cour de cassation rappelle d'abord, valide également la décision de la Cour d'appel dans ce cas-là, parce qu'on a retenu notamment que les salariés, les personnes qui en étaient bénéficiaires étaient des salariés, même s'il n'y avait pas une distribution individualisée par la société mère, par l'entreprise tiers, pardon, qu'il y avait remise au versement en raison de l'attribution, de la réalisation d'un chiffre d'affaires, donc d'un objectif, et tout cela a été accompli dans l'intérêt de l'entreprise tiers. Donc, considérant l'ensemble de ces éléments-là, remplissant les conditions fixées par la loi, elle estimait bien évidemment qu'il y a ici mise en jeu des règles afférentes au régime social des rémunérations et avantages versés par un tiers. Maïla, volontairement, je passe les questions aussi. N'hésitez pas par contre à les poser si on y répondra. Maïla relèvera l'ensemble des questions, on y répondra ultérieurement. Là, il est 55, il va falloir que je vous quitte dans moins de 2 minutes. Donc, je passe les questions, quelques informations complémentaires. La première, c'est que vous l'avez sans doute noté, le RSA a été réévalué au 1er avril 2024 comme au 1er avril de chaque année et passe de 607,75 € à 635,71 €, dont on rappelle que ce RSA versé pour une personne, quelle que soit ensuite la composition familiale, c'est le montant arrêté de totale insaisissabilité des salaires lorsqu'il y a une saisie arrêt sur salaire. Par ailleurs, on attend bien évidemment la saisine du Conseil constitutionnel, ce qui est à suivre, la saisine du Conseil constitutionnel sur les dispositions arrêt de travail congés payés, que j'évoquais à l'instant. On attend bien évidemment encore la réforme voulue par le gouvernement sur l'assurance chômage et éventuellement quelques dispositions à mettre en place, peut-être ou pas, de quelle manière cela impactera notre SIRH, la gestion des seniors, et une réforme substantielle sur les IGSS, dont malheureusement je n'ai même plus le temps de dire quelques mots, mais sachez que nous devrions avoir une réforme importante des IGSS au cours de l'année, sur laquelle nous reviendrons bien évidemment. Qu'à ce titre-là, nous avons toujours notre catalogue de formation, dont je vous rappelle la teneur à chacun de nos rendez-vous, et que nous attendons, nous, de connaître plus en détail la réforme concernant les IGSS pour vous proposer une formation globale, pas uniquement sur la forme, mais globale sur les arrêts maladie et leur indemnisation qui viendra compléter notre catalogue et pour lesquels nous espérons bien évidemment vous retrouver très très prochainement. Voilà, n'hésitez pas à consulter notre site, vous l'avez affiché à l'écran, et à nous écrire pour de plus amples informations à l'adresse également taxanlegal-du8fr@sdworks.com. Nous serons très heureux avec Maïla de pouvoir répondre à vos sollicitations. Voilà, et notez nos 3 prochains rendez-vous, vendredi 3 mai à 9h30, vendredi 7 juin à 9h30, vendredi 5 juillet à 9h30, et je pense qu'au mois de juin, dès le mois de juin, nous serons en mesure de vous indiquer le calendrier de la rentrée, c'est-à-dire de septembre à décembre. Vous pourrez bien évidemment d'ores et déjà, bloquez-le d'ores et déjà sans attendre les invitations qui se font par notre outil de manière automatique. N'hésitez pas à l'inscrire dès aujourd'hui, bien évidemment, dans votre agenda pour nous rejoindre. Pour ma part, chers amis, je n'ai plus qu'à vous remercier grandement de votre participation à cette session, au grand regret de ne pouvoir aller plus loin dans l'échange, parce que je pense qu'il y avait sans doute encore beaucoup de questions et d'interpellations fort intéressantes. Merci de votre attention, merci de votre participation. Merci Maïla pour ton concours à l'animation des échanges. Je vous dis au revoir, bon courage pour tout et à très bientôt. Et puis, bien évidemment, ce sujet arrêt de travail congé payé, ça a remis sur le tapis avec de plus amples informations et pour apporter quelques éclaircissements à venir. Merci bien à toutes et à tous. Bonne continuation, bonne fin de journée. Au revoir. Maïla, tu fermes la session, je pense.